s'il vous plaît. Donc, Navid Avan a fait ses études au Punjab University. Ensuite, il a fait Quaid-e-Azam University, toujours au Pakistan. Puis, il a fait Sciences Po en France, suivi d'un Executive MBA à l'Université de Chicago. Il a été manager chez Renault et général manager chez Renault, toujours. Et aujourd'hui, il est directeur de département au sein d'Ipsos et directeur conseil auprès du PDG d'Ipsos. Ensuite, je vais appeler mon deuxième speaker qui est Navid Melza. Navid a été diplômé de SC Tours Poitiers. Il a travaillé pour Goldman Sachs. Il a été chez Walt Disney International. Et aujourd'hui, il est responsable des opérations export pour Nissan. En ce moment, il anime en plus de ça des séminaires pour MBA et masters spécialisés sur les problématiques du management d'équipe. Troisième, Sohail Siddiq, fondateur de JPF, Jeune Pakistanais de France, il y a à peu près 12 ans, associé au sein de Umma.com et Umma TV. Il a été responsable grand compte chez Capgemini, une SS2I. Actuellement, il est client directeur chez TCS, Tata Consultancy Services, l'une des plus grandes sociétés de services au monde. En plus de ça, il est membre du comité de direction au sein de l'entité France qui compte 1400 collaborateurs. Quatrième speaker, Najib Sabel. Il a fait un MBA MPP à ESC Lille. Il est docteur management stratégique du développement durable à l'ESC Lille, en partenariat avec l'Université de George Washington. Il a aussi un master spécialisé dans l'Université de Valenciennes. Et il était admissible à l'ENPC, l'École nationale des ponts et chaussées. Au Pakistan, il a fait l'UT Lahore. Il a terminé premier de sa promotion. Aujourd'hui, il est directeur technique chez Vinci, directeur régional technique chez Vinci. Et notre cinquième, qui n'est pas arrivé encore, qui c'est Shahzad Bhatt. Il a fait un rapide passage à ULT. Après, il a fait un cursus complet à l'université de McGill au Canada. Il a travaillé chez Alstom, Veolia Water, Technip, et aujourd'hui il est contract manager chez Total, la première capitalisation boursière en Europe. 5 minutes. Ok. On va commencer les questions. Donc l'idée de la table ronde, c'est aujourd'hui de donner une idée sur le management et sur le leadership à notre audience. Donc le but c'est pas de rentrer dans le détail de chaque question que je vais vous poser, mais de rester à un niveau assez macro si possible et de vous compléter. Alors je ne veux pas demander à chacun de vous participer à chaque question, mais de compléter si vous pensez qu'il est nécessaire de compléter une réponse. Voilà. Donc ma première question, je vais la poser à Navid Melza. Navid, pourquoi se focaliser sur le travail d'un manager ? Donc, en fait, je pense que pour répondre à cette question, il faut d'abord visualiser la position du manager dans une entreprise, dans une organisation. Le manager a un rôle clé. En fait, il se trouve entre la décision et l'action, entre la stratégie et son application sur le terrain. Donc, de ce point de vue-là, le manager, en fait, est la clé de voûte dans l'organisation. C'est lui qui va faire que toutes les décisions qui sont prises à un niveau haut de hiérarchie, elles sont traduites en action au niveau opérationnel sur le terrain. Que dire de plus sur le manager? En fait, il y a 3 points communs, quel que soit le niveau de management où vous trouvez, que vous soyez au niveau du management opérationnel, middle management ou top management. Ces gens-là sont essentiellement focalisés sur le résultat. Ce qui les intéresse, c'est leur action, à quel résultat ça va les conduire. Et deuxième chose qui les préoccupe, ce sont les actions. Un manager, il n'est pas en train d'établir une stratégie, ou si les décisions qu'il prend, ils sont directement
ils ont un impact sur l'action. Donc, manager est aussi très orienté vers l'action. Et la troisième chose, une fois qu'on a commencé à faire quelque chose, on a commencé à mettre en application une décision, le manager va rencontrer des difficultés sur son terrain, son équipe va rencontrer des difficultés en essayant d'atteindre le résultat. Et le rôle de manager est de solutionner ces difficultés. Donc, le manager est action-oriented, il est result-oriented et il est solution-oriented. Donc, je pense que c'est essentiel de se focaliser sur le travail d'un manager parce que ces gens-là, ils traduisent les mots en actes. C'est ce qui fait qu'en fait, une entreprise, quand elle a pris une décision par rapport à son environnement externe ou par rapport aux objectifs internes qui se sont fixés, ces décisions-là sont appliquées sur le terrain par le manager. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Quelqu'un veut compléter? Non. Salam alaikum à tous. Bonjour. C'est pas bien compliqué cette histoire de management. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste une histoire humaine. Management, avant tout, c'est une entreprise humaine, c'est une aventure humaine. Donc, la dimension des relations humaines n'est pas à négliger. Souvent, on a trop tendance à utiliser un langage, je dirais, presque technique. Donc, un manager qui a du succès est avant tout un très bon meneur d'hommes. Qu'est-ce qu'il fait, ce meneur d'hommes? Tout d'abord, il conduit les gens qui sont autour de lui à se focaliser sur un objectif. En anglais, il y a un terme qui est bien meilleur, on dit purpose. C'est la raison d'être. Pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va faire? Donc la chose qui motive le plus les gens, c'est pas ce qu'on fait, c'est pourquoi on le fait. Donc je pense que cette dimension-là du management est la dimension essentielle. Celui qui a la connaissance de cette dimension est, à mon avis, un manager qui a du succès. Merci. Et donc, est-ce qu'on devient manager ou est-ce qu'on est manager de naissance? On sait qu'on a des qualités de manager et est-ce qu'on devient manager par un apprentissage, par une expérience? C'est quoi la différence? On devient manager ou on est déjà manager dans notre corps? C'est pour qui la question? Écoutez, normalement c'est pour David. On va continuer. Ok, pour moi c'est un peu des deux. Est-ce qu'on devient manager ou est-ce qu'on est déjà manager? Je pense que on est déjà un peu manager parce que depuis notre naissance, on est tellement dans le solutionnement. Chaque fois qu'on rencontre un problème, on essaye de solutionner ce problème. On est très très orienté résultat. Vous prenez un enfant il sait exactement ce qu'il veut. Moi j'ai mon fils, il a 4 ans. Il sait exactement comment m'amener à tel ou tel magasin de jouets, chez Toys R Us ou chez la récré, je ne sais pas, il connaît tous les noms. Et donc, une fois qu'on est dans le magasin, il sait exactement où aller, quelles sont les attitudes qu'il doit adopter pour contourner tous les problèmes que moi je peux lui poser en termes de n'achète pas ci, n'achète pas ça, ou je t'achèterai ceci, etc. Donc, en fait, on a déjà, dès notre jeune âge, on a cette capacité à pouvoir solutionner les problèmes. Comme je vous disais, le manager, en fait, son rôle, et Navid a utilisé le mot de purpose, toujours avoir un objectif, être en action, et s'il y a des problèmes, résoudre ces problèmes-là. Donc, oui, on est tous un peu manager. Après, au niveau professionnel, il y a tout un palette d'outils qu'un manager peut utiliser, qu'il va acquérir par les études que nous sommes en train de faire, soit sur le terrain. Et ces outils-là vont transformer ce manager qui est en nous en manager professionnel. Et à partir de là, oui, on va résoudre les problèmes dans l'entreprise, on va devenir un manager professionnel. Juste pour compléter la notion de manager, salam alaikum. Il n'y a pas d'école de management, au sens où
aucun diplômé d'une école de management qui se targue d'avoir le management dans son logo va vous former à être manager le premier jour dans votre entreprise. Là, je m'adresse aux étudiants, malheureusement, il n'y en a pas assez. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui arrive d'une école fraîchement diplômée et qui dit ah ouais, j'ai une capacité à manager. Ça n'existe pas. Donc le management, c'est de la théorie et ça, comme l'a dit Navid, ça s'éprouve à l'aune de votre expérience et de toutes les épreuves. Et on devient manager, même si on a été formé, après quelques années. Parfois, on ne le devient jamais. Parce que les prédispositions naturelles, on se rend compte qu'elles sont là. Mais à la confrontation des individus qui sont nos collègues, ben, c'est bien plus compliqué. Et que la dimension humaine, sociétale et individuelle, elle est tellement prééminente qu'à un moment donné, ça demande de développer des sens, des méthodologies ou des aptitudes qu'on n'apprend pas à l'école. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Navid, tu veux compléter? Je suis d'accord. Après, malheureusement, il n'y a pas assez de jeunes, mais j'aurais répété la même chose. C'est pas une école qui vous forme à être manager. Et puis une autre chose, c'est qu'être manager, ce n'est pas forcément le gage de succès. On devient manager et on a réussi. Parce que on va traiter un peu plus tard la question de la différence entre le leadership et le management. C'est deux dimensions complètement différentes. On peut être très bien un leader dans son domaine, un expert, etc., sans être forcément un bon manager. Donc voilà, donc il faut bien distinguer les choses. Le manager, si je dois schématiser, c'est un capitaine d'un bateau. Il a un objectif, il doit tenir un cap, il a des moyens à sa disposition, et après, c'est son intelligence, comment il va surmonter les difficultés qu'il aura sur son voyage, etc., à atteindre son objectif. Voilà. Il y en a qui ont certaines capacités humaines qui leur permettent d'y arriver beaucoup plus facilement, d'autres doivent les apprendre, et il y en a qui n'apprennent jamais. Voilà. Donc, je pense que, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce propos, mais finalement, c'est une histoire assez simple. Et pour tout jeune, être manager n'est pas une fin en soi. Il ne faut jamais aspirer à être manager. Il faut vraiment trouver son kiff, comme on dit vulgairement. Et puis voilà, si votre kiff c'est être expert, être dans un monde et ça vous fait chier d'avoir à manager des gens autour de vous, ben, tant mieux. Si vous prenez plaisir à faire votre travail qui est aussi votre passion, ben, vivez cette passion. Donc c'est ça la fin. Merci. Merci. La prochaine question, c'est est-ce qu'on a besoin de se connaître pour devenir manager? Est-ce qu'on a besoin de connaître ses capacités, de se connaître déjà soi-même? Absolument. Absolument. C'est très important dans le monde professionnel de connaître deux choses. Il faut connaître ce qu'on sait et il faut connaître et reconnaître ce que l'on ne sait pas. Et il faut être absolument lucide là-dessus. Les gens qui prétendent savoir des choses qu'ils ne savent pas, en fin de compte, sont des mauvais professionnels, sont des mauvais managers et je pense qu'ils ne vont jamais pouvoir assumer un rôle de leadership. Voilà. Donc ça c'est absolument clé, il faut être honnête avec soi-même. Merci. Alors, une question qui est assez intéressante. Y a-t-il un management au féminin et un management au masculin? Soël, tu veux répondre? Non? Question piège, personne ne veut répondre. Hein. C'est quoi un management au féminin? C'est une question. Oui, je pense que quand vous travaillez dans un univers, moi j'ai eu cette chance de travailler dans un monde d'hommes. Enfin, quand j'étais chez Renault, 95% de mes collègues étaient des hommes. Maintenant, dans mon entreprise, 75% des employés sont des femmes. Quelle chance. Je ne vous dirai pas.
le changement d'un univers dominé par les hommes vers un univers où il y a beaucoup plus de genre féminin, c'est pas anodin, c'est pas évident. Donc pour un manager, qu'il soit homme ou femme, ou qu'elle soit femme, c'est très important de reconnaître les sensibilités. Pour les hommes, c'est très important, les sensibilités du genre féminin. Les choses qui sont évidentes pour les hommes ne le sont pas pour les femmes. Quand vous avez dans votre équipe des femmes, il faut être lucide sur leur sensibilité. Et c'est loin d'être évident. C'est très très loin d'être évident. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on ne vous dit pas à l'école, c'est quelque chose que votre chef ne vous le dit pas, mais c'est loin d'être anodin, cette différence. Donc un manager qui a du succès, il faut savoir, les gens qui sortent des grandes écoles, etc., qui arrivent avec des prétentions, maintenant on a fait ceci, cela, on est au top, on sait tout, machin. Ils découvrent beaucoup de choses à leur dépens. Que dans la vraie vie, avant de, on dit en anglais, before leading, avant de mener, il faut apprendre à écouter et à apprendre. Donc c'est, je pense que c'est ces deux dimensions qui vous préparent à mieux fonctionner dans des univers différents. Oui, c'est moi qui pose la question. Et on revient à la même question, en fait, est-ce qu'on est vraiment aidé à percevoir être lucide par rapport au management au féminin, masculin? Est-ce que dans notre culture, on est aidé? Nous, on est habitué à une culture où on prend les femmes de haut généralement, de par notre passé un peu. Est-ce qu'on est un peu aidé ou est-ce que c'est en train de changer? Najib, tu veux répondre? Oui, je vais répondre parce que je veux simplement uniquement que ça dépend de l'histoire du management et que ça dépend du domaine déjà. Peut-être que chez Renault ou chez Total, l'entreprise, je ne peux pas dire parce que j'ai pas vraiment eu le temps de travailler, mais moi, dans le domaine de bureau d'études, de génie civil, surtout d'architecture, on a un grand pourcentage des architectes qui sont les femmes. Et il y a des femmes dirigeantes, et il y a des équipes qui sont dirigées. Moi, j'ai travaillé sur les équipes dirigées par des femmes. Je pense que déjà, il faut avoir une liberté de penser, une flexibilité dans votre esprit, de déjà pas taguer que voilà, c'est une femme, donc je suis désolé, quelqu'un va dire que c'est nul, voilà. Ça dépend de personne à personne déjà. Une femme peut être aussi bon manager qu'un homme, et vice-versa. Donc après, il y a des aspects psychologiques. Il faut avoir un peu de flexibilité dans l'esprit, disons que voilà, personne n'est parfait, il faut s'adapter. Moi, j'ai eu très très bonne expérience avec les managers ou les gens de famille femmes, que très mauvaise expérience avec les hommes. C'est vraiment une question très comment dirais-je, qui varie de personne à personne et domaine à domaine. Ça peut être pas valable dans l'armée de l'air ou dans l'usine de fabrication des boîtes pièces mécaniques, mais dans le domaine par exemple de mode ou dans le domaine de fabrication de vêtements ou dans le domaine de architecture comme je viens, je ne vois pas la différence entre ce pouvoir sur le Non, au contraire, tu es super sexiste parce que tu réduis le rôle des femmes. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société, malheureusement, ou pas malheureusement, mais il y a des domaines qui sont dominés par les femmes, comme dans le domaine de l'architecture intérieure, dans le domaine de décor. Moi, je trouve que la sensibilité, la créativité féminine est au point, est beaucoup
plus forts que les hommes. Et on est obligé de travailler sur les femmes. Et il y a des femmes qui sont impressionnantes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dirigeantes. Il y en a de plus en plus. Le moment qu'on essaye de supprimer la rideau qu'on met automatiquement, c'est peut-être malheureusement par notre culture ou par la machine, je ne peux pas utiliser ce mot-là, mais que voilà, il y a une barrière entre les hommes et les femmes, et les femmes sont incapables de dire. Le moment qu'on met ce rideau-là, les choses, ça devient beaucoup plus simple et on peut marcher ensemble, si vous voulez dire, de manière très très homogène par rapport. Merci. Juste un point. Renault a 140 000 employés de par le monde. De ces 140 000 employés, il y en a, je pense, 60% qui sont liés à des métiers de fabrication d'automobiles, d'ingénierie, de développement et tout ça. Et le patron de l'ingénierie, c'était une femme. Hein? Donc il y a énormément de chefs d'atelier. Moi-même, j'ai travaillé quand j'étais un jeune recrue. On faisait ça quand on devenait manager. On nous envoyait travailler sur les chaînes de fabrication de Renault pour apprendre comment une voiture est construite. Je peux vous dire, il y avait énormément de femmes qui étaient chefs d'équipe à l'usine de Flins, au nord de Paris, etc. Donc, dans le monde occidental, cette perception que le genre féminin est réduit à exercer des métiers un peu soft, ça n'a plus d'actualité. Hein, c'est déjà largement dépassé. Et la plupart des gynécologues en France sont des hommes. Donc en fait, c'est le monde un peu à l'envers. Je pense, pour compléter, rebondir sur ce que tu dis, qu'au niveau de guide management, c'est l'esprit. Au niveau de top management, ce n'est pas le cas. Parce que dans le CAC 40, il n'y a aucune femme. Peut-être qu'il y en avait une, mais qui est sortie récemment. L'Oréal. Voilà, mais elle est sortie, je crois. Même une sur 40, c'est insignifiant. Ça veut bien dire qu'il y a un machisme bien français et qu'on n'a aucune leçon à recevoir dans ce domaine, nous, originaires d'eux. Et que, évidemment, c'est une évidence, mais même le rappeler, c'est une répétition. Les femmes comme les hommes partent avec les mêmes chances et ont les mêmes compétences. Donc là-dessus, il n'y a aucun débat. Merci. On va passer à la question suivante. Okay. Donc là, je m'adresse à Shazad. Quand on recrute un manager, quelles sont les qualités qu'on attend d'un manager? C'est une passerelle entre les deux questions. Ça va être très court. La différence entre un manager et quelqu'un qui suit des directions, c'est très clair. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Et la large majorité, si vous voulez, des gens qui sont sur le marché, surtout ici en France, je vois, c'est peut-être lié avec la culture, je ne sais pas, ou avec l'éducation, ou les deux. Il y a un manque de décision, de prendre des décisions. Les gens aiment bien rester un petit peu en retrait et ils ne se présentent pas devant pour assumer la responsabilité qui porte une décision. Donc ce qui se passe, en tout cas chez Total et puis d'autres, le monde paiera pétrolier, c'est que la sélection des managers, c'est surtout pas à l'embauche, c'est rare. C'est fait au fur et à mesure des gens qui avancent, si vous voulez, sur le cursus de carrière de quelques années pour y arriver. Donc, avoir la force personnelle de prendre une décision et s'y tenir et arriver à le justifier devant sa direction et hiérarchie et de protéger ses personnels derrière, quelque part, assumer la responsabilité d'une mauvaise décision, pour moi, c'est ça le manager. En tout cas, et c'est comme ça qu'on sélectionne. Ça, c'est sûr. Merci. Quelqu'un veut répondre à ajouter quelque chose? Ok, donc on va passer à la prochaine question, c'est gérer le multiculturel. Aujourd'hui, de plus en plus de projets sont
aujourd'hui internationaux. On a quasiment dans toutes les entreprises des filiales internationales, des projets entre différentes sociétés. Et la gestion du multiculturel aujourd'hui, comment vous la voyez et comment vous la gérez? Nabil, on se pose la question. Je l'ai vécu, cette dimension multiculturelle. En 99, Renault achète, désolé mais bon, l'objectif c'est de ne pas vous raconter ma vie, mais c'est des anecdotes qui sont assez révélatrices. Renault achète la partie prenante d'un constructeur automobile qui s'appelle Nissan. Et il y a une douzaine de managers qui partent à Tokyo pour prendre le contrôle de ce constructeur qui était vraiment au bord de la faillite et qui allait mourir. Il y a des gens qui ont dit que Renault aurait mieux fait de mettre 5 milliards de dollars dans une malle, et si Renault l'aurait écoulé, ça aurait donné la même chose. Et là, les managers français sont confrontés à un gros problème qui était le fossé culturel entre les Français et les Japonais. La tête de ce peloton, c'était un franco-libano-brésilien, M. Carlos Ghosn, qui est un Libanais chrétien né au Brésil, après naturalisé français, etc. Et puis ça a été une chance inouïe pour le groupe de Français, parce que ce gars-là, qui avait grandi dans des univers tellement différents, avait les codes de navigation, si vous voulez, dans cet univers autre et très différent de l'univers qu'il avait jamais connu. Il n'avait jamais travaillé au Japon, etc. C'est quoi ce truc-là? C'est très simple. C'est tout simplement avoir de la patience. Comme je vous disais, il y a deux choses qui sont absolument essentielles à faire au préalable de ce devoir de l'idée ou de mener ou de proposer quelque chose, c'est écouter et faire confiance. C'est les deux choses, hein. Learn and trust. Le japonais, quand il vous dit oui, ça ne veut pas dire oui en français, ça veut dire je t'ai entendu. Donc il vous accuse réception de votre message sonore, tout ce que vous avez émis. Et puis travailler avec eux au téléphone, moi-même j'étais membre ce qu'on appelait CCT, c'était Cross Company Team. M. Ghosn avait établi 11 équipes, et moi je faisais partie d'une de ces 11 équipes, et ça a été extrêmement difficile. Les simples choses comme la carte de visite, quand il y a un japonais qui vous donne sa carte de visite, c'est tout un rituel. Et les Français, ils prennent la carte de visite, soit ils le mettent un peu comme ça, et puis ça, c'était extrêmement outrancier pour les Japonais. C'était un manque de respect et tout. Donc, travailler dans un monde multiculturel, et là, je pense que être pakistanais, ça m'a énormément aidé, parce que vous avez déjà ces codes de respect liés aux gens qui sont aînés, etc., etc. Et puis, comme on a déjà navigué dans des univers différents, de façon complètement inconsciente, on développe des mécanismes extrêmement précieux de naviguer dans des univers différents. Et ça, c'est une chance. Ça, c'est une très grande chance. Donc, travailler dans un monde multiculturel, c'est avant tout une affaire de patience, de compréhension. Et là, les gens qui portent beaucoup de préjugés sont voués à l'échec. Parce que si vous avez des préjugés, vous n'allez jamais réussir. Parce que vous n'allez jamais avoir la confiance de votre équipe. Parce que si vous êtes capitaine d'un bateau au large, comme ça, et si vous commencez à jeter les membres de votre équipe par le bord, vous n'allez jamais arriver à votre destination. Donc c'est accepter les gens qui sont autour de vous avec leurs qualités et avec leurs défauts. Il faut juste être lucide pour reconnaître quelles sont les qualités et quels sont les défauts pour bien naviguer. Merci. Merci Nabil. Je peux peut-être un peu compléter dans le sens où donc Nabil vient de Renault. Moi j'ai travaillé chez Nissan et dans notre équipe, donc on est une petite équipe de 6 personnes et il y a 6 nationalités.
Et donc, forcément, comme Navid disait, il faut savoir écouter et faire confiance. Donc, mais sur le terrain, si vous avez une personne japonaise dans votre équipe, si vous avez un +1 qui est japonais, il faut arriver à comprendre leur façon de travailler. Par exemple, la notion de deadline, de fin de délai pour les Japonais, c'est absolument pas la même que nous, les Pakistanais. Shekil tout à l'heure disait c'est les 5 minutes pakistanais que j'ai ou les 5 minutes à la montre. Parce que nous, deadline, quand on nous dit il faut rendre le travail à telle date, c'est on va essayer. Et même en France. Alors que pour un Japonais, un deadline, c'est un deadline. Et au-delà de deadline, en travaillant avec, dans cet univers japonais, j'ai découvert la notion de survive a deadline. C'est-à-dire que vous faites votre travail jusqu'à ce deadline, mais vous devez donc rendre quelque chose. Ok, très bien. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, comment vous survivez ce deadline? Pour eux, c'est vraiment c'est pris à la lettre. Je meurs à ce moment-là. Donc comment je survis à ça? Qu'est-ce que je peux faire en termes de minimum que je donne qui me permet de survivre? Parce que moi, mon manager, un jour, parce que moi je suis pakistanais, donc pour moi le deadline c'est quelque chose de relativement flou. Pas maintenant, avant. Et donc moi, voilà, c'est dans le domaine d'Inch'Allah. Et donc, maintenant ce n'est pas le cas. Maintenant je sais que le deadline, au moins il faut que je rende quelque chose avec lequel je puisse survivre. Un deuxième exemple, les Japonais travaillent très en détail. Vous ne pouvez pas imaginer le niveau des détails auquel ils descendent. Vous envoyez un fichier Excel et la personne va revenir avec les fautes d'orthographe, avec ça c'est pas bon, c'est pas les bonnes colonnes, etc. Au-delà du rapport, il peut être très très bon, donc ils sont capables de descendre vraiment en détail. Le point sur lequel je voulais venir, c'est que si vous êtes dans un environnement multiculturel, bien sûr il ne faut pas avoir des préjugés, parce que sinon, comme Navid a dit, ça bloque. Mais par contre, il faut bien comprendre les spécificités culturelles des gens et reconnaître leurs forces, et à ce moment-là, exploiter ces forces-là, travailler à partir de ces forces-là. Si quelqu'un est japonais dans votre équipe, tout le travail détaillé, vous allez essayer de le confier à cette personne-là. Par contre, comme c'était le cas pour moi, j'avais un Brésilien dans mon équipe. Pour eux, le deadline et la notion du temps est encore plus vaste que pour les Pakistanais. C'est incroyablement vaste. Par contre, si vous parlez d'organiser un événement, un team building, etc., ils sont excellents pour faire la fête. Mais ils travaillent, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, qu'à ce moment-là, la personne brésilienne que j'avais dans mon équipe, le travail que je lui confiais, la manière dont je lui confiais le travail et la manière dont je fixais le deadline pour cette personne était complètement différente de cette personne japonaise que j'avais dans mon équipe. Donc à prendre en compte les forces et à minimiser les faiblesses des gens. Je pense que tu voulais dire. Non, tout est dit. Mais je vais simplement dire que, en fait, je pense sans esprit, vous avez expliqué une des qualités de leadership, en fait, quelque part. Donc on va passer à la question du leadership tout de suite. On va essayer d'avancer. Donc Soraya, je pense que là tu voulais nous parler de leadership en détail. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'un leadership? Et c'est quoi la distinction qu'on peut faire entre leadership et management? Non, sans prétention aucune, pendant que j'avais la pause, mis quelques notes sur le tableau. L'idée c'est d'illustrer ça en utilisant un autre moyen. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Donc, je vais passer directement au tableau. Je ne sais pas si ma voix apporte suffisamment. Je pense qu'on dit toujours que j'ai une grosse voix. Si ce n'est pas le cas, je prends ton micro. Vous m'entendez au fond? Oui, c'est bon. J'ai posé quelques slides. L'idée, c'est de faire un cours, parce qu'on a participé tous à plein de formations sur le leadership. Dès lors qu'on est en entreprise, les entreprises investissent sur vous et vous envoient dans des séminaires 3 jours, 5 jours, ici et là, et vous apprennent à l'idée des personnes, l'idée des idées. Alors là, pour commencer, c'est mon email. 40, c'est mon âge. Voilà. 4, c'est le nombre de mes enfants. J'en ai 4. J'habite à Arnouville, dans le 95. 15, c'est mon nombre d'années d'expérience. 15 ans, voilà. J'ai 5 ans dans le management. Et je fais partie d'une très grosse société, Tata Consultancy Services, qui est en France depuis 10 ans. Et je suis chez elle depuis 5 ans. Voilà. Tata, ce chiffre-là, 290 000, c'est quoi à votre avis? Voilà, c'est le nombre d'employés chez Tata. 290 000 personnes, 1400 en France. Quand je rejoins Tata, on était 40.
Ensuite, on est passé à 200. Il y a 1 an, on a acheté une boîte en France qui s'appelle Alti. Je fais partie de la phase de due diligence pour identifier les boîtes à acheter. Et ensuite, j'ai fait partie de l'équipe qui a fait l'intégration et le merge opérationnel des 2 structures en France. 1400 personnes, je fais partie du comité de direction. 50, c'est le nombre de sociétés, de pays où Tata est présent. 12, c'est le nombre de milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec 20% de résultats nets. C'est une très très bénéficiaire. Et quand je dis 1, 2, 3, parce qu'en fait, Tata aujourd'hui, de par le chiffre d'affaires non effectif, est aujourd'hui grosso modo équivalent à un Accenture, un peu en dessous d'un IBM et au-dessus d'un HP, Hewlett Packard. Donc ça fait partie des 3 top entreprises SS2I au monde. Avec un fort investissement en France, puisque même Zakir nous a rejoint. Je ne sais pas s'il fallait le dire, ça dérange pas. C'est fait. C'est fait maintenant. Alors, question. Alors, souvent, quand on parle de leadership, en fait, il y a plein de choses qui viennent là en tête. On se dit, il parle trop bien, il a du charisme, c'est un leader. Ou genre, c'est un manager, donc automatiquement, s'il a été manager, c'est que quelque part, on a trouvé en lui des qualités de leader. Ou on dit, là, les questions qui m'ont été posées, c'est qu'est-ce que le leadership en entreprise? Qu'est-ce que la différence entre leader et manager? Et quel est le rôle du charisme dans tout ça? Parce qu'il y a aussi une confusion. On dit, mais il est charismatique, donc il est leader. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est, à travers la présentation, c'est un peu démystifier ça, ranger les choses là où elles doivent être rangées, et ouvrir sur quelques explications. Mais ensuite, vous invitez-vous à aller sur Internet et à apprendre par vous-même. Donc, 3 erreurs types que l'on fait, dès qu'on aborde le sujet, on dit que les managers et leaders sont un peu des fonctions interchangeables. Voilà. Alors que non. Et souvent, dans notre tête, on a ce triangle-là. On a les leaders tout en haut, dans une entreprise, qu'elle fasse 50 personnes ou 1000 ou 10 000, ça ne change pas. On a tout le management, au milieu, et en bas, on a tous les employés. Voilà. Le truc un peu de base, et moi-même, je partais sur cette explication-là. Dès que je sortais des études, j'avais ça en tête. Mais en fait, c'est pas du tout ça. On va voir pourquoi. Ensuite, on dit que... c'est exactement ce que je viens de dire. Et troisième idée que l'on se fait, c'est la notion de charisme que l'on mélange avec le reste. Alors, une chose qu'il faut se mettre en tête immédiatement comme définition, c'est que le leader peut être un manager, mais chaque manager doit absolument être un leader. Okay? Et qu'un leader n'est pas forcément un manager. C'est ce que disait Shakil, c'est qu'un leader peut être un opérationnel dans un coin, un expert. Et on va voir quelles sont ses caractéristiques. Il est actif à plus d'un titre et il est leader dans son domaine. En revanche, quand tu es manager et que tu ne fais que manager, tu as loupé quelque chose, tu as loupé 50% de ton travail. C'est ce que je pense, c'est ce que beaucoup pensent. Donc le leader peut être un manager, on est d'accord, mais chaque manager doit être un leader. Et ce que disaient tout à l'heure nos amis David et Nabil, sur la notion de manager, c'est qu'effectivement, dès qu'on apprend à manager, on a des processus dans les entreprises, on a des revues, on a de la structure, on a des comités, on a des réunions, on a tout ça c'est structuré, il y a des processus qui nous imposent de rendre un certain travail à une certaine date. Et un manager repose toute sa compétence sur cette structuration. Et dès lors, il va manager ses équipes un peu à la mode, à l'ancienne, en disant voilà, c'était prévu, c'est dans les processus, vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui se passe? Donc il va monitorer, il va manager ses équipes uniquement par ce qui est écrit comme étant, entre guillemets, la Bible de l'entreprise. Or, on se rend compte aujourd'hui que c'est plus comme ça que ça marche. Depuis bien des années, parce qu'en fait, la valeur ajoutée, aujourd'hui, on y a le concept de self-learning, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous êtes abonné à des magazines, vous allez sur Internet, vous apprenez dans votre domaine pour devenir expert. Et on se rend compte en fait que le véritable manager, il doit tenir compte de ce changement. C'est que s'il utilise chacun de ses collaborateurs comme des maillons dans une chaîne ou des rouages dans son moteur, et il dit au fait, il faut que ça se fasse, ça ne marche pas. Parce que chaque individu aujourd'hui développe sa propre valeur ajoutée. Donc il faut transcender cette valeur ajoutée, il faut aller au-dessus pour nous-mêmes apprendre plus qu'eux n'apprennent. Donc du coup, ça demande énormément de travail personnel. Et du coup, on ne demande plus à quelqu'un de faire quelque chose parce qu'il doit le faire. On doit l'accompagner dans sa tâche et on doit le faire adhérer
au projet commun. Donc un manager, il mise tout sur la structure, c'est ça, il doit le faire. Alors qu'un leader, en fait, il mise tout sur les gens. C'est-à-dire qu'il se fait connaître des gens, les gens le connaissent pour certaines qualités, et il mise énormément sur l'humain. Un manager, il est très court-termiste, c'est-à-dire que 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, dans certaines entreprises, c'est très court-termiste aussi. Hein. Alors qu'un leader, lui, il va plutôt être visionnaire, il va plutôt se projeter dans le long terme. D'accord ? Donc l'un va plutôt être sur des procédures, l'autre va plutôt être sur la vision, c'est ce que je disais. L'un va plutôt être sur le contrôle, c'est-à-dire plus je contrôle, plus je manage. Alors qu'on se rend compte que ça ne marche pas comme ça. Alors, vous pouvez essayer comme ça, mais ça ne marchera pas longtemps. Alors que l'autre, il va déléguer, il va énormément travailler sur la confiance. Parce que je dis là, vous allez voir dans les entreprises, il y a des gens comme ça. Et il y a des gens comme ça. Alors, je vous dirais ce qu'est l'excellence au bout du bout. Hein. Le manager, il dit, mon manager à moi, il a réussi parce qu'il a fait ça, donc moi j'imite, je fais la même chose, ça marche pas. Alors que le leader, en fait, il crée. Il crée de nouvelles horizons, de nouvelles visions, de nouvelles méthodes. Il essaye, il a un échec, il se relève, il essaye encore autre chose. Il crée sa propre valeur. Et du coup, l'entreprise, ça lui permet aussi d'être un peu élastique et expansive dans différents domaines. Le manager, alors lui, il est partisan du statu quo. Ça ne bouge pas parce qu'on n'a pas appliqué le truc, quoi. Alors que le véritable leader, il n'y a pas de statu quo. C'est ce qu'on dit, hein, c'est en anglais, c'est que tout le temps, il challenge le statu quo. Statu quo, c'est pas possible. Si je suis bloqué, c'est qu'il y a une solution. Donc lui, il vit ça véritablement comme un challenge. Et il va tout faire pour dépasser le challenge. Le manager, du coup, vous l'avez compris, c'est le bon soldat. Donc il a son manager, puis lui-même est manager dans l'esprit, qu'il soit 20, 10, 100, peu importe, c'est le bon soldat. Alors que le leader, lui, va se mettre en risque. Dès qu'il va se mettre en risque, du coup, il va obliger les autres à aussi se mettre en risque avec lui, parce qu'il y a souvent des équipes. Et dès qu'ils se mettent en risque, en fait, un leader n'est pas forcément apprécié dans les entreprises. C'est-à-dire que, pour moi, ça, c'est la position idéale, mais il n'est pas forcément apprécié parce qu'on se dit, mais c'est l'empêcheur de tourner en rond, mais pourquoi lui ramener à chaque fois une idée qui est impossible à faire? Mais in fine, s'il y croit vraiment, s'il fonce, eh ben, il va marquer des points. Et c'est comme ça aussi qu'il va construire sa propre personnalité, et socialement, il va réussir dans la boîte. Ça ne veut pas dire, comme disait David, qu'il va ensuite, forcément, lorsqu'il est leader sans être manager, devenir manager. Il peut se contenter d'être là où il est. Mais en tout cas, lui, il prend des risques. Le manager, t'as fait une erreur, ça va pas. Avertissement, faut que tu nous changes ça va pas. Alors que le leader, il va dire, bon, il a fait une erreur, ça arrive à tout le monde, moi le premier. C'est ce que je vais dire, comment je vais l'aider pour indirectement corriger son problème et faire en sorte que je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vraiment vu. Et on avance. Du coup, il joue énormément sur les moi, il joue énormément sur ce qui fait l'humain, c'est-à-dire sur la confiance qu'il donne, la confiance qu'il a en retour. Là où le manager, en fait, tu sors de la réunion, tu te dis, mais purée, je vais passer un mauvais quart d'heure, il me saoule. Alors que lui, en fait, il va corriger, il va t'aider à corriger. Le manager, il va s'assurer que tout marche, alors que, en fait, c'est ce que je disais, ça résume un peu, c'est que le leader, en fait, il va s'assurer que il va être un artisan, il va être un architecte du changement. C'est-à-dire que... Et puis pour arriver à une première conclusion, c'est qu'il n'y a pas de... Une entreprise, pour qu'elle réussisse, elle a besoin des deux. Ce que je disais, c'est qu'un manager doit absolument être leader, mais il faut dans toute entreprise des managers, et il faut aussi dans toute entreprise des leaders. D'accord. Et mon invitation personnelle, c'est qu'évidemment, quand on parle de leadership, c'est que chacun d'entre nous, à notre niveau, le leadership n'est pas uniquement développé par les patrons du CAC 40. Chacun d'entre nous, nous avons la capacité à développer notre propre leadership et donc réfléchir comme ça. Il n'y a pas un d'entre vous, dans la salle, qui peut me dire non, être leader, c'est un truc en anglais, c'est trop compliqué. Leader, il y en a deux dans l'histoire, quoi. Non, chacun d'entre nous, on peut développer du leadership. Voilà, c'est juste une histoire de confiance et de mise en pratique. Donc là, c'est une parole dite par un PDG, c'est Carl de Gaulle, je ne sens pas exprès, vous l'avez nommé plusieurs fois, qui a dit: le manager par l'exemple est le leader. Un vrai leader n'a pas besoin de conduire, mais de montrer le chemin. Le leadership s'acquiert par l'épreuve. Voilà.
Voilà, et c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, je prendrai une autre phrase, mais en anglais cette fois-ci, où il dit que any ordinary leader can get an extraordinary results from extraordinary people. It takes an extraordinary leader to get ordinary results from ordinary people. Hein? Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je vais éviter de me répéter pour dire autre chose. C'est une dernière slide ou pas? C'est le slide de conclusion. Voilà. C'était pour dire que véritablement, et notre communauté, au sens franco-pakistanais, et au sens français, au sens tout simplement de la réussite professionnelle, j'ai envie vraiment de positiver. C'est parce qu'on a trop entendu que lorsqu'on était à l'école, et là c'est dommage encore une fois qu'il n'y a pas assez d'étudiants, que nous étions ceux qui devions prendre les voies de garage, les voies pas d'excellence, on dit. Or, non, c'est pas vrai. Dès qu'on est, on a les mêmes chances que son voisin. Tout ça, tout ce que je dis là, c'est pas dans des livres rangés dans des placards qui sont fermés à double tour. C'est sur Internet. Tout à l'heure, on m'a été posé la question, mais est-ce que je peux développer mon leadership? Ben oui, ça se développe en intégrant tout ça et en pratiquant. Et voilà, c'est pour ma conclusion. Voilà. Merci, Sonia. Je comprends que tu n'es pas d'accord avec Sarkozy, donc dès sa naissance, à partir de l'ADN, on n'est pas capable de dire que quelqu'un est... Voilà, c'est les leaders politiques, ce ne sont pas des leadership en entreprise, bien sûr. Les politiques n'ont pas de foi, n'ont pas de loi. La personne de soi-même, la perception de soi-même, est-ce qu'on est leader dans sa tête avant d'être leader pour les autres? Shida, tu veux répondre à cette question? Est-ce qu'on est leader dans sa tête? Comment on se voit soi-même? Est-ce qu'on doit être déjà leader? Tout d'abord, je suis impressionné par ce qui a dit Sohail, c'est tout à fait vrai. Moi, je n'ai pas lu assez de livres sur ce sujet-là, ou Personal Development, Leadership, blablabla, mais au travail et en expérience dans le monde professionnel, c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres, ce que tu disais, c'est que est-ce qu'il faut être convaincu soi-même? Oui, certainement. Parce que si toi, tu ne crois pas, personne d'autre ne croit. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, tout d'abord, la première personne à convaincre, c'est toi-même. Et ça s'appelle la confiance. Et la confiance, ça vient de plusieurs façons. Personne n'est pas capable, comme disait Sohail, de ne pas y arriver. Quel est ton environnement? Quels sont les gens qui t'entourent? Quelles sont tes envies, tes ambitions? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour y arriver? Pour se convaincre déjà. Et à partir de là, tout devient réel parce que y a pas. Personne ne va te pousser à aller dans une direction si tu n'as pas envie. Et tu ne vas pas y arriver si tu n'y penses pas. Donc, oui, ça commence par soi-même. Et c'est toujours possible. Toujours. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. La seule raison, ça se trouve chez vous. Si vous dites que non, je n'y arriverai pas, vous n'y arriverez pas. Ça, je vous rassure. Voilà. Merci, je t'arrête. Oui. En fait, chaque fois on parle du leader ou du leadership, on a en tête toujours ces grands personnages absolument charismatiques. Il ne faut pas être Napoléon dans sa vie pour être leader. Vous voyez, on est tous leaders quelque part dans le domaine. Donc leader n'est pas forcément un meneur d'hommes, c'est pas forcément quelqu'un qui marche et derrière lui il y a des files d'hommes et de femmes qui lui suivent quoi qu'il arrive. Et leadership n'est pas une posture non plus, c'est une conviction. Et comme il a dit la citation de Carlos Ghosn, ça s'acquiert. Ça ne s'acquiert pas parce que moi je l'ai appris à l'école, etc. Ça s'acquiert par tes actions, par ce que tu fais. Comme je disais il y a quelques minutes avant, les gens ne vous suivent pas
parce que ce que vous faites est très bien. Les gens, de façon inconsciente, et on a fait énormément d'études, vous suivent pour la raison, pour la motivation pour laquelle vous faites quelque chose. Vous voyez? Donc, les vrais leaders en innovation, etc., peu importe, on suit, on est ému par un Gandhi, par un Jinnah, par, je sais pas, quelques religieux, pas par le fruit de leur travail, mais pourquoi ils sont motivés par quoi? C'est quoi la motivation? Pourquoi ils font ceci et pas l'autre? Donc c'est ça, c'est la motivation qui drive vos actes, qui prime. Et puis il faut, et c'est ce qu'on dit à nos jeunes ici, les Français qui sont dans le département de nos équipes, etc. Leader, c'est pas quelque chose que l'on met sur un piédestal et voilà, le leader. On est tous leaders quelque part. Vous voyez? Donc il faut complètement dédramatiser cette notion de leadership pour que chacun puisse avoir assez de confiance pour travailler sur cette motivation qui drive ses actes, ses actions, etc. Et ça, c'est essentiel. C'est tout ce que je voulais dire. Donc il faut un peu sortir de cette boîte assez étroite de la notion de leadership. Merci David. On va passer à la séance de questions. Juste une chose pour compléter. En fait, je vous donne quelques trucs et astuces pour développer le leadership. En entreprise, parce qu'en quelque part, ça au moins, on est tous d'accord, c'est qu'on veut tous bosser, on va tous être dans une entreprise, si ce n'est pas la sienne, ça s'en celle d'un autre. C'est un truc basique. Respectez votre. Lorsque vous avez deux, trois trucs comme ça. Lorsque vous avez un meeting, mettez en place les objectifs du meeting. Respectez les horaires. Soyez vous-même à l'heure. Faites une conclusion. Vous voyez, c'est des choses tellement banales, mais ça développe en vous, au-delà du fait d'être normal dans le job, une position de leader. Les gens se disent, purée, lui, à chaque fois que c'est 14h, à 14h moins 1, il est dans la salle. Si on est en retard aussi, il faut vous appeler. Voilà, on est à côté. Ça va développer l'intégrité de votre personnalité vis-à-vis des autres, la confiance. Les autres vont dire, mais lui, chaque fois qu'il a dit qu'à 18h, il envoie le compte rendu, il l'envoie. Ça, c'est des choses de tous les jours qui si on s'applique à les faire, naturellement, vont développer en vous, auprès des autres, une sorte de, je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais aura, un aura, un charisme naturel. Et du coup, voilà, soyez sincères aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte dans les entreprises, il y a beaucoup d'hypocrisie. Soyez sincères, soyez naturels, vivez des choses avec de la passion. Quand vous croyez en quelque chose, défendez-le. Vivez les choses avec émotion. C'est-à-dire que quelque chose vous plaît, il faut que les gens le sachent. Quelque chose vous plaît, il faut que vous expliquiez pourquoi ça vous plaît. Parce que les gens ne vont pas aller chercher dans votre tête l'émotion que vous êtes en train de générer. Il faut que vous la partagez. Donc tout ça, en fait, c'est tout simplement être naturel. Mais en entreprise, souvent, on n'est pas naturel, parce qu'on se dit qu'il ne faut pas l'être. Or, je pense qu'il faut être énormément naturel. Il faut vivre les choses intensément, avec passion. Et là, les gens vont dire, waouh, lui, il est bien. Merci frère. On va passer aux questions. On a un abonné des questions, personne. Je vais vous poser une question en fait un peu pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes de IT, d'ingénieurs IT dans la salle. Moi ce que je voudrais savoir c'est d'après vous en fait quels sont les freins aujourd'hui dans l'esprit des ingénieurs IT pour devenir leader. Quels sont ces freins-là et comment on pourrait justement les aider à devenir leader et manager? Votre question, c'est uniquement pour Merci. IT ou c'est... Je me permets Si possible. pour IT, je pense. Mais bon, je suis globalement. C'est simplement, comme je suis l'ingénieur et je pense que tout le monde ici. Nadim, on n'entend pas. Oui, monsieur. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, on a appris que 1 plus 1, c'est égal 2. Quand je suis rentré dans la vie pratique, j'ai aperçu que c'est pas mal, c'est vrai, presque. Quand j'ai commencé à être intéressé par, surtout, il y a certains gens qui connaissent, ma spécialité était sustainability, le développement durable,
j'ai eu mal à comprendre, parfois un plus 1 n'est pas 2, c'est 11. Donc, c'est ça la différence entre la cursus ou celle que vous prenez dans l'école d'IT ou ingénierie ou mathématiques et le monde réel. Comme Sohail l'a dit tout à l'heure, il a donné des conseils, il a parlé de choses comme morale, comme honnêteté, des choses comme ça qu'on ne peut pas écrire en mathématiques, on ne peut pas faire l'équation, et on est obligé de, au lieu de rester dans un système qui est hard, comme surtout l'ingénierie mécanique, que vous prenez un hard system avec une chaîne, un organigramme très carré, un processus bien décrit, on sent que ce n'est pas assez, il doit avoir une flexibilité dans le système et on est obligé de s'orienter vers le soft system, avec tous les aspects moraux, spiritualité, respect d'être humain et tout ça. Et ces aspects-là, quand une fois vous réussissez, le moment que vous arrivez à intégrer dans votre système bien carré de mathématiques, c'est là que vous franchissez la ligne et vous rentrez dans le domaine de leadership. C'est ça le tableau de Sohail et la discours qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça. Donc, essayez et pour nous, étant pakistanais, d'une Pakistanais, ou avec la culture qui est heureusement liée avec une forte spiritualité, pour nous c'est très simple ou très facile à comprendre. D'intégrer tous les aspects humains, le respect d'être humain, comme on dit, je ne suis pas là pour faire un prêche, mais le Kukuliba, tous ces aspects-là, qui ne sont jamais décrits par la mathématique, par l'équation de Fourier, la série de Macmillan, le moment que vous arrivez tout intégrer dans votre philosophie, vous automatiquement rentrez dans notre domaine, et c'est ça le domaine. C'est une des qualités qu'on cherche dans le leadership. Bon. Je ne sais pas si... Et pour ta question de l'IT par rapport à ton questionnement, je ne pense pas que quelques secteurs aient une spécificité. Il y a le leadership, comme je disais, chacun de ceux qui sont dans la salle, et j'en parle comme ça parce que j'ai envie de motiver chacun d'entre vous, le leadership est à développer, et peut être développé, et doit être développé par chacun d'entre vous. Et peut l'être. C'est juste une question de disposition. De demain matin, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je mets dans mon panier pour développer mon leadership. Et si vous êtes motivé à apprendre une phrase par jour, ben dans 360 jours, vous en connaîtrez sur 360. C'est aussi mathématique que ça. Une petite chose, j'ai entendu un mot passion d'Anouche, et ça c'est très important. Le monde IT ou quel que soit le métier que vous allez choisir, ce qui est très important pour y arriver au niveau leadership, c'est que vous aimez ce que vous faites. Si vous avez fait un choix en tant qu'étudiant en sortant de l'école, d'aller vers une direction où il y a peu de pognon, il y a moins de boulot, approche de la maison, ou XY raison, il n'y en a pas une qui est bonne dans cette liste. Ce qui est la bonne raison, c'est qu'est-ce que vous motive et quelle est votre passion, vraie passion. Et si par hasard vous tombez avec vos potes dans un métier qu'au bout de 2 ans vous trouvez qui n'est pas le vôtre, qui ne vous passionne pas, vous n'y arriverez pas. Vous ne serez pas leader parce que vous ne serez pas content quand vous rentrez chez vous. Il y a quelque chose qui manquera toujours. Et vous n'allez pas passer 20 ans de votre vie en faisant quelque chose que vous n'aimez pas. Et évidemment, vous n'y arriverez pas. Donc, je crois que si vous avez choisi IT, ce n'est pas parce que les gens autour de vous ont fait la même chose, c'est parce que vous l'aimez. C'est parti de là, donc passion. Et sans passion, il n'y a rien. De toute façon, dans la vie non plus. Mais sans passion, au niveau professionnel, on ne peut pas monter et devenir un leader parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Merci. C'est bon? Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était très intéressant de vous entendre tous. J'ai 2 questions. Donc, une question pour Ali. Quand vous parlez des sensibilités, il faut avoir des sensibilités pour les managers femmes. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret pour ça? Oui, absolument. C'est très simple. Je vais raconter quelque chose de très simple. Dans le monde d'ingénierie, parfois,
discussions ou les échanges peuvent être extrêmement francs, voire même brutaux à un moment donné. Quand vous avez des membres femmes dans votre équipe, il va falloir vous y prendre autrement. Vous ne pouvez pas employer le même degré de franchise quand vous exprimez votre mécontentement ou quand vous dites que bon, le travail que vous avez fait ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, donc c'est ce genre de petites attentions que vous devez faire, et il va falloir que ce soit vos réflexes. Et parce que c'est quelque chose qui se voit au jour le jour, et c'est extrêmement, ça peut être extrêmement motivant ou démotivant si vous ne le faites pas pour les membres de votre équipe. Et puis pareil, quand vous n'êtes pas manager vous-même, quand vous avez un manager femme, là vous allez vous rendre compte que les registres de communication ne sont pas les mêmes. Donc il va falloir vraiment vous adapter en votre communication et tout ça. Merci. La deuxième question s'adresse à vous, Sorel. En fait, en vous écoutant, j'ai l'impression de lire un livre Do It Yourself ou comment devenir un leader en 7 jours. Finalement, je ne sais pas, c'est peut-être un ressenti. Je n'appartiens pas du tout à ce monde, mais vous avez beaucoup plus d'expérience dans ce domaine. Je voudrais savoir concrètement quel doit être le comportement d'un leader, comme vous le définissez, devant un échec. Parce que dans ce que vous avez décrit, il n'y avait pas de case pour comment on réagit quand on est face à un échec. En fait, bien vu, il y avait 5-6 éléments en plus qui manquaient parce que je ne voulais pas, pas assez de place. Et en plus, les candidats m'avaient dit attends, tu es déjà à 5 feuilles. Voilà. Donc, effectivement, il y a bien plus d'éléments que ça. Alors, face à un échec, en fait, encore une fois, hein, moi j'aimerais être un leader. Je n'ai aucune prétention à l'être, et en fait, je suis jugé que par mes équipes. Et ça se trouve, elle ne me considère pas comme tel. Donc c'est déjà peut-être le début d'une remise en question. Et je pense que pour tout individu, il n'y a pas d'échec. Il y a juste la justesse d'esprit de dire que je vais faillir à tout moment. À partir du moment où tu te mets dans une prédisposition de dire si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais je vais échouer tôt ou tard, en fait, un échec n'est qu'un enseignement. Alors, ce que je dis, c'est beaucoup de sagesse, mais franchement, je réfléchis comme ça. Et je pense qu'un leader, il doit réfléchir comme ça. C'est ce qui détermine David, c'est que à partir du moment où tu t'apprends et que tu es convaincu que tout ça, que là, il faut apprendre à apprendre, et que jusqu'à la tombe, tu n'auras jamais assez appris, eh ben, ça te met dans des dispositions d'esprit très cool. Hein. Moi, j'ai perdu un gros dossier, voilà, oui, j'en gagne un, et j'en perds 2. Voilà, je vais devoir apprendre à me relever. Dans mon business, on perd des dossiers, on en gagne, c'est des affaires. Et je pense que c'est vrai pour toute situation professionnelle ou individuelle. Si on est un artiste, on va tantôt vendre un tableau, et après on va en faire 10, on va en vendre aucun. Mais une remise en question de soi. Donc le leadership, même si c'est un très grand mot, très mal utilisé, qui envoie à de la PNL personnelle, où on se dit mais les leaders c'est peut-être que les grands dirigeants et les hommes historiques. Encore une fois, et si je l'ai résumé en quelques slides, c'est pas parce que c'est pour le simplifier. Mais en fait, tout ce que je dis là, peut-être qu'on va individuellement en toucher les finalités qu'au bout de 10 ans. Peut-être 15 ans d'expérience. Donc c'est peut-être simple ici, mais en pratique c'est très... Il disait qu'il faut avoir beaucoup de patience. Mais je pense que dans la vie, il en faut tout le temps. C'est pas... Dans mon expérience personnelle, je me suis toujours senti à l'aise avec des managers qui me donnaient le droit à l'échec. Si vous ne donnez pas le droit à l'échec, vous tuez l'innovation. Ça, il faut retenir. Et puis, un vrai leader dans ce sens-là, c'est quelqu'un derrière lui, vous vous sentez protégé. Il vous protège. En anglais, on dit «
he has got my back. Et si une personne n'a pas autant de générosité dans sa personne, une petite personne ne peut pas être un grand leader. Hein? Donc s'il n'y a pas ce dosage de générosité en lui, il faut oublier. Il faut être honnête avec soi-même, dire ok, très bien. Parce que s'il y a un leader qui cherche le coupable, les boucs émissaires, c'est bon. Merci, ça me rassure. Non, très bon complément. Et encore une fois, c'est ce qu'on apprend dans les formations managériales, etc. C'est que l'échec, pour revenir précisément à ta question, comme l'a dit Navid, est permis et on a droit à l'échec. Et à partir du moment où tu es backupé par ton manager et qu'il te valorise en dépit d'être tombé, en fait, tu génères avec lui la confiance et du coup, tu te rends redevable indirectement. Et toi vis-à-vis de lui et lui vis-à-vis de toi, et c'est comme ça que ça se bonifie. Merci, on va prendre la prochaine question. Quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui sortent de l'école et qui sont amenées à gérer une équipe qui a 3 fois leur âge ou face à des personnes qui n'ont aucune crédibilité, enfin, qui pensent que vous n'avez aucune crédibilité due à votre jeune âge et à votre manque d'expérience? Je vais commencer la réponse et puis tu complètes. Oui. Ok. D'abord, je pense que c'est pas à vous faire un cadeau. Je pense que les dirigeants qui ont pris cette disposition-là ne sont pas forcément sympas. Franchement. Parce qu'ils vont vous avoir à l'usure, vous n'avez pas les outils, les réflexes. Comme je disais, vous êtes sortis de la plus belle des écoles, le day one, vous n'êtes pas opérationnel. Donc, armez-vous de courage, ayez tout de même un plan. Et puis, dites-vous, comme on dit, hein, à un moment donné, il faut. Si ce n'est pas l'appétence, c'est pas les aptitudes à manager que vous avez, il va falloir au minimum que vous assuriez toute la partie de gauche. C'est-à-dire les outils, les monitoring, les reporting, les revues individuelles, les revues en groupe, les rendez-vous hebdomadaires, tout ce qui s'y est, quoi. Et que vous vous en teniez absolument, à mon avis, à la règle, parce que vous savez au moins qu'au niveau de la règle, quand vous l'appliquerez, vos managers à vous seront avec vous. Et le reste, on peut en continuer à en parler, mais voilà, il faut du courage et il ne faut pas lâcher. Je vous remercie. Soyez là, donner tous les conseils nécessaires. Tout ce qui se passe dans la vie du bureau. Je vais simplement dire, j'ai envie de dire qu'il faut se freiner. Il faut bien définir une chose. Je vais généraliser la réponse. Leadership, en fait, je ne veux pas que vous preniez une impression que leadership, comme dit Napoléon, CEO de l'entreprise, ce n'est pas vraiment la définition complète de leadership. Il y a 2 types de leadership. Il y a internal leadership qu'on a parlé avec toutes les qualités personnelles, comme on a dit, chacun a dit que voilà, chacun d'entre nous est leadership. Et après, c'est le leadership de vie professionnelle. Donc, dans le leadership de vie professionnelle, il faut savoir qu'on peut pas, tout le monde n'est pas leader. Déjà, il faut être réaliste. Comme on a dit, il faut poser cette question-là, il faut voir ses propres qualités. Il y a des gens qui sont perfectionnistes. Les perfectionnistes sont des gens indispensables pour les leaders. Et les leaders ne sont pas forcément des perfectionnistes. Bon, c'est-à-dire, il faut que vous voyez déjà quelles sont votre qualités. Après, il faut savoir aussi que c'est comme une fer forgé. Il y a des circonstances qui font le leader. Parfois, ces leadership ou ces qualités de leadership sont temporaires. Parfois, c'est permanent. Donc, c'est un sujet très, très flexible et très, très non matérialistique. On ne peut pas, avec les livres, avec devenir leadership for dummies et les livres comme ça, on peut pas prendre. Donc il faut pas se freiner ici, il faut pas les tableaux, les théories sont très bien, mais la première chose c'est la connaissance personnelle. Il faut que, comme on dit à Agari en Urdu, il faut que vous sachiez déjà que où vous placez-vous. Peut-être que vous êtes très bien manager, vous
vous allez avoir une réussite beaucoup plus importante par application en ligne de spécification qui est donnée par votre bureau, et vous pouvez réussir dans notre vie, et vous n'êtes pas obligé de faire l'aventure d'un risk taken, ou vous pouvez rester très bien risk awaken. Donc, je ne sais pas si, je pense que... Je ne dirais pas le contraire, mais il y a juste un petit point à faire sur votre question. C'est que si vous arrivez dans une situation malheureuse d'être un manager un temps jeune, sans expérience, avec une équipe qui est plus âgée, peut-être plus expérimentée, et qui pense que vous ne savez rien, peut-être qu'ils ont raison. Vous ne savez rien et vous êtes en train de gérer une équipe qui connaît plus que vous. Donc déjà, il faut comprendre cela et accepter que vous ne connaissez pas plus que votre équipe. Et cette situation peut arriver, il m'est arrivé aussi. Il faut déjà comprendre cela et faire comprendre l'équipe que je suis là pour apprendre. Et si vous vous faites comprendre que vous êtes là pour apprendre de votre équipe, et cela arrive très souvent, que vous appreniez de votre équipe, c'est que vous n'êtes pas là juste pour donner des leçons, vous êtes là pour apprendre, et vous prenez votre temps, et vous donnez de confiance à votre équipe que vous n'êtes pas là pour les casser, mais pour apprendre. Et vous n'êtes pas là pour manager, à faire des choses que eux ils connaissent déjà mieux que vous, mais de comprendre comment ils travaillent et s'adapter. Et puis un jour peut-être, ils commenceront à faire confiance à vous, parce que vous êtes en train de vous adapter pour eux, et un jour peut-être qu'ils arriveront à vous traiter comme un vrai manager. Et ça c'est à vous de gérer, c'est pas à eux. Eux ils sont là, vous venez d'être parachutés. Donc il faut accepter cela. Merci Gilles. On va prendre une question, il pourra enchaîner avec. Tu as une question? Moi j'ai une question, c'est, on a abordé la question des aspects un peu politiques. Vous faites tous partie de très grosses structures, c'est très bien être leader, manager, mais souvent on fait face également à des aspects qui sont purement politiques. Moi j'aurais voulu avoir votre feedback par rapport à ça, comment vous luttez par rapport à toute la politique qui est faite dans les entreprises, quels sont les outils? Parce que des fois, dans les entreprises, la clé c'est l'information. Et souvent on a des managers qui ont plus d'informations que vous et vous ne comprenez pas forcément les décisions qui sont prises. Donc quelles sont les astuces, quels sont les outils dans les entreprises, dans les grosses structures? Enfin, vous êtes un peu dans l'anonymat. Hein, donc voilà, je voulais avoir votre feedback par rapport à ça. Je vais prendre cette question-là, et après je passe la main. Avant Tata, j'étais chez Capgemini. Capgemini, c'est 20 000 personnes en France, une boîte très française, très politisée, où les hiérarchies management, du PDG jusqu'au collaborateur lambda, les strates, elles sont de 10. Là où chez Tata, les strates, elles sont de 5. Donc tu as 2 fois moins de managers et de strates intermédiaires, de gens qui servent normalement à rien. Donc la politique, elle un peu envenimer la situation si tu souhaites la challenger. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un leader peut être très bien dans son coin et entre guillemets kiffer, sans être impacté par ces aspects que d'autres pourraient sentir. Alors on sent ces aspects-là parce qu'en général on veut monter dans la hiérarchie. C'était mon cas. Et que je me rendais bien compte que il fallait que je passe beaucoup plus de temps à discuter qu'être chez les clients ou être dans mon taf. Il fallait que je passe beaucoup de matinées à prendre des déjeuners, beaucoup de soirées à dîner. Et il fallait que je rentre dans un certain moule. Et puis après, il fallait aussi copiner. Tout ça, moi personnellement, je ne suis pas fait comme ça dans ma tête. Donc, c'est où je restais là où j'étais. C'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait bien. Sans inspiration aucune. Ou sinon, je changeais. La politique, ça prend du temps, c'est épuisant, c'est beaucoup de malhonnêteté, c'est la politique. Avec tout ce que vous mettez comme définition derrière. Et la politique en entreprise, c'est la politique des partis politiques. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc des trahisons, des trucs dans le dos, tout ça, machin. Donc, franchement, moi aujourd'hui, je suis dans un environnement international où je parle tous les jours urdu, anglais et français. Et je voyage beaucoup. Et j'ai trouvé entre guillemets mon entreprise idéale, si on peut parler d'idéal. Et je pense que quand on est dans une entreprise très politisée, il faut y rester un temps pour apprendre, et après il faut changer. Personnellement, il faut changer. Il faut partir, il faut trouver chaussure à son pied.
c'est qu'un avis personnel. Je vais juste revenir sur votre question que vous aviez posée. Donc, vous êtes manager et avec une équipe qui est plus âgée que vous. Et vous cherchez à savoir comment établir votre crédibilité. Votre management à vous vous fait confiance. C'est pour ça qu'ils vous ont mis à cette position-là. Votre rôle est de bien comprendre, en termes de travail, ce que votre management attend de vous. Ça, c'est une première chose. C'est votre devoir de comprendre ce que vous avez à faire en tant que manager. Deuxième chose que vous devez faire, c'est d'expliquer ça à votre équipe et valoriser ce travail lorsque vous déléguez ce travail-là à votre équipe, vous valorisez. Vous leur expliquez quelle est l'importance de ce travail dans l'ensemble de l'entreprise. Et troisièmement, une fois qu'ils ont fait le travail et qu'ils ont réussi, dans ce cas-là, vous les félicitez. Ce n'est que comme ça, avec ces trois étapes-là, vous allez pouvoir établir votre crédibilité. Vous comprenez, vous expliquez et vous appréciez. Voilà, clairement. Je remercie. Donc la session de Leadership et Management se termine ici. Donc, je tiens à ce qu'on remercie notre panel de speakers. Je remercie à vous tous pour être présents. J'ai fait passer un questionnaire de satisfaction pour avoir votre perception de ce forum et de voir qu'est-ce que vous souhaitez en plus rajouter, si vous voyez d'autres modèles ou d'autres sujets qui vous intéressent, et si on peut amener à répondre à ce sujet-là. Voilà. Donc prenez 5 minutes pour répondre tranquillement à ce questionnaire. Si vous avez besoin de stylos, on en a aussi. On a des stylos disponibles. Et pendant ce temps-là, je vais demander à notre table de donner un mot, une phrase pour conclure l'événement. Les plus seniors. Une phrase. Une phrase pour finir cet événement et cette table. Je vais emprunter une phrase de ce qui a souvent Steve Jobs dans sa vie. Quand on est jeune, et je pense que dans cette salle, la plupart d'entre nous sont très jeunes, stay hungry, stay foolish. Il faut avoir cette faim de curiosité, etc., cette soif d'apprendre, et stay foolish parce qu'il ne faut pas trop calculer dans la vie. Il faut rester un peu naïf, il faut rester innocent. Et ça, c'est les deux choses qu'il nous faut inventer, et je pense que ça vous aiderait aussi. Voilà. Merci. Moi, je vous dirais que lorsque vous vous levez le matin, dites-vous que c'est vous qui vous faites votre journée. Et que si vous avez décidé d'avoir une bonne journée, la journée se passera bien. La journée se passe d'abord dans votre tête, et donc c'est vous qui décidez comment votre journée va se passer. Et ça se passe jour après jour. La même chose, hein, au sens dans l'entreprise cette fois-ci. Tout ce que vous entreprenez, faites-le avec excellence. Faites-le correctement. Soyez pleinement satisfait en fin de journée de tout ce que vous avez entrepris. Ne vous dites pas, moi j'ai fait la moitié, il n'a rien vu. Dites-vous, voilà, chaque chose a son poids. Et c'est le cumul de toutes les petites actions dont vous êtes satisfait qui feront qu'à un moment donné, vous serez content aussi. Voilà. C'est très bien dit. Je vais simplement dire, toujours, qu'une vraie réussite, c'est la réussite interne. Et la clé de cette réussite, c'est l'honnêteté. Tout simplement, honnêteté, sincérité avec soi-même, avec votre boulot, avec votre entourage. Et voilà, vous allez voir les bons résultats. Ok, alors moi j'ai deux choses, désolé. Il y a une phrase en anglais que j'ai très aimé, que j'ai gardé dans ma tête, et qui m'a permis chaque fois de prendre un recul et de bounce back. Bounce back, c'est une des choses que je disais David tout à l'heure. Quand on fait une erreur, comment on revient. Et cette phrase, c'est que the ones who don't make mistakes are the ones who don't do anything. Donc, si vous croyez que vous allez faire une erreur en faisant quelque chose, eh bien, faites-le quand même. Parce que si vous ne faites pas d'erreur, vous ne prendrez pas. Et vous ne ferez jamais des erreurs si vous ne faites rien. Donc, c'est très important. Mais il ne faut pas avoir peur de
de se tromper et de tomber. Et on voit ça chez les enfants, les gamins qui commencent à marcher plus tôt, ben c'est ceux qui prennent tous des bosses sur la tête parce qu'ils tombent plus souvent. Et la deuxième chose, c'est que il faut vraiment savoir cela étant étudiant. Vous êtes jeune aujourd'hui, vous serez plus jeune demain, et vous serez vieux après-demain. Ça va très très vite, mais il faut vraiment savoir cela. Et ça, c'est toujours vrai, toute votre vie. Il n'est jamais trop tard. It's never too late. Il n'est jamais trop tard. Donc si un jour vous trouvez que vous avez pris une mauvaise décision, que vous êtes allé sur un chemin que vous n'êtes pas passionné, vous n'aimez pas ce que vous faites, il est toujours temps de changer. Il ne faut pas avoir peur de changer. Merci. Donc, je tiens à remercier toute mon équipe du SASCA 2. Tous ensemble, on a organisé cet événement pour vous et j'espère que vous en êtes satisfaits. Voilà. Merci beaucoup.